Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à Cathy François. Sois la bienvenue Cathy sur le plateau de Zouk TV. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Alors, comme d'habitude, nous allons parler forcément lecture, mais nous allons étudier, pas un style nouveau, mais on n'a pas souvent l'habitude de discuter de ce type de littérature dans l'émission, c'est déjà arrivé, mais là, nous allons vraiment, je pense, prendre plaisir à la lecture d'une autre façon. Et donc, c'est pour cela que nous allons demander à Cathy de quoi elle va nous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de ma série littéraire Sous le quénétier de Mamie Ayouda. Donc, on va partir sur la presqu'île de la Caravelle, à Tartane, dans la maison d'une grand-mère qui, tous les mercredis après-midi, accueille ses petits-enfants ainsi que 4 de leurs copains, et qui vont donc discuter de ce qui est difficile pour eux dans la vie, parce que les enfants, des fois, dans la vie, ont des difficultés que nous, adultes, ne trouvons pas énormes, mais voilà, il est important de s'y pencher. Globalement, c'est un petit peu ça. D'accord. Donc, l'histoire ou les histoires se déroulent pas trop loin de chez nous. Donc, on est en Martinique. On est complètement en Martinique. L'objectif était aussi de planter notre univers, enfin mon histoire, l'univers des petits enfants qui sont avec Mamie Ayouda dans notre île. Et avec toute la faune, la flore, la culture de la Martinique, et des Antilles, de la Caraïbe. D'accord. Et comment Mamie Ayouda voit le jour? D'où vient-elle? Alors, d'où vient Mamie Ayouda? Mamie Ayouda vient, on va dire que Mamie Ayouda vient un petit peu de ma pratique, puisque je suis avant tout psychologue, psychothérapeute. J'ai mon cabinet à Trinité, justement. Et depuis plus de 20 ans, je reçois des adultes, des enfants, des ados. Et j'ai mis en place, par certains moments, des ateliers où nous avons pu, avec les enfants, avec les adultes également, avec les enfants, travailler autour d'un thème qui m'est vraiment très cher. Je parle de l'estime de soi, parce que je remarquais que tout au long de ma carrière, lorsque l'estime de soi est abîmée, eh bien, on va arriver à des difficultés, des troubles, des difficultés à surmonter les événements de la vie quotidienne, par exemple, ou d'être en relation avec les autres. Et donc, ça m'a permis ça m'a donné envie, on va dire plutôt, ça m'a donné envie d'écrire autour de ce thème-là. Et en fait, mon aventure, l'aventure de Mamie Ayouda commence avec un premier tome qui s'appelle Apprentissage, où c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Caris, qui est le petit-fils de Mamie Ayouda, qui ne veut pas aller à l'école. Et à partir de là, les enfants vont s'interroger sur pourquoi il ne veut pas aller à l'école, pourquoi il trouve que c'est difficile. Et à partir de cette histoire, chacun va dérouler ce qu'il pense d'apprendre, ce que c'est que apprendre. Et Mamie Ayouda va les amener à réfléchir, à discuter, à discerner et à prendre conscience de la richesse des apprentissages à l'école, mais également des apprentissages de la vie. Et cette Mamie Ayouda, elle est, je sais pas, c'est une professionnelle, elle a l'expérience de la vie, pourquoi est-ce un personnage central, ou pourquoi les personnages vont vers cette Mamie Ayouda? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, cette Mamie Ayouda, c'est une grand-mère très bienveillante qui, on va dire, est le symbole de la sagesse. C'est pour ça que j'en ai ma tortue, qui est le symbole de la sagesse. Et Mamie Ayouda, donc c'est la grand-mère de 2 des enfants.
Et c'est dans sa vie ancienne, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup travaillé avec les enfants et du coup, dans sa vieillesse, on va dire, elle accueille ses petits-enfants parce que son objectif, c'est vraiment de les aider à prendre confiance en soi, à mieux se connaître, parce qu'elle a compris que c'était ce qui était le plus important dans la vie, de bien se connaître, de connaître son identité, de savoir d'où on vient, mais de savoir également comment gérer ses émotions et comment entrer en relation avec les autres. Donc, elle va mettre en place des petites après-midi où elle va leur servir du bon pain en beurre chocolat et autour de ce pain en beurre chocolat, ils vont pouvoir parler de tout ce dont j'ai parlé là, juste là, à savoir, donc là dans le premier tome, je parlais justement de l'école et des apprentissages. Dans le deuxième, elle va leur montrer combien il est important de pouvoir faire attention, de pouvoir se concentrer pour mieux appréhender notre environnement, mais aussi les apprentissages, justement. Donc, on va être sur l'étude des sens. Donc, ils vont partir se promener avec la mamie dans toute la ville de Tartane et ils vont exercer leur sens sur le chemin pour pouvoir justement comprendre, parce que c'est ça son objectif surtout, c'est d'amener les enfants à prendre conscience et à comprendre comment ça fonctionne. Donc, plutôt que de leur expliquer, elle va leur permettre d'expérimenter. Et donc, au fur et à mesure, ils vont expérimenter, ils vont sentir, ils vont goûter, ils vont toucher, et ils vont prendre conscience qu'en faisant ça, on avait une meilleure acuité et qu'on pouvait être plus attentif. Donc, ça aura des répercussions par ailleurs sur les apprentissages scolaires, par exemple. Voilà. Et donc, si on continue dans le cheminement, on arrive aux émotions qui sont vraiment une partie très, très importante pour la construction de la connaissance de soi, on va dire. Et Mamie Ayuda va se pencher particulièrement, elle va expliquer les émotions, mais elle va se pencher particulièrement sur la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde, mais particulièrement chez les enfants. Peur de dormir dans le noir, peur d'être tout seul, peur des insectes, peur des animaux, peur de prendre la parole, etc. Et elle va leur expliquer le mécanisme de la peur, comment la peur se met en place. Et surtout, elle va les amener à prendre conscience de comment on dépasse sa peur. Comment, en fait, en lâchant la peur, on devient plus courageux. Et si on est plus courageux, on est plus confiant, on a davantage confiance, on a plus d'estime de soi. Et tu vois qu'on tourne toujours autour du même thème. Et donc, les enfants vont pouvoir faire face à la peur et démystifier ce que c'est. Cette peur dont tu parles, est-ce que c'est lié à l'apprentissage à l'école ou bien c'est toute peur qu'un enfant pourrait croiser sur son chemin? Alors, je reste pas justement juste sur l'école. C'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très large, de toutes les peurs que les enfants peuvent avoir. Si tu veux, je peux lire un petit extrait. Avec plaisir. Comme ça. Alors. Je vais lire celui-là. Donc, c'est celui sur la peur. C'est celui sur la peur. C'est celui sur la peur. Peut-être que je vais... Alors, je vais lire des petits bouts comme ça tu vois ce que je voulais démontrer. Elena, donc qui est l'une des petites filles, va dire « Ma maman doit avoir peur aussi, car elle n'aime pas conduire sous la pluie. » Et le petit garçon, Andy, lui répond « Mais ta maman est une adulte. Les adultes n'ont pas peur. » Mamie Ayuda va répondre « Tout le monde ressent la peur, Andy. C'est une émotion universelle qui a son utilité. Elle nous aide à être plus prudents et à ne pas prendre trop de risques. Ce n'est pas l'âge qui la fait disparaître. Les peurs des adultes ne sont pas forcément les mêmes que celles des enfants. » Et je lis un autre petit extrait. Je vais prendre un exemple.
Si la terre se met à trembler et que j'ai vraiment très peur, que va-t-il se passer? Donc il y a Géraldine qui va répondre, tu vas te mettre à crier et à courir dans tous les sens. Elena, elle va dire, tu peux aussi avoir le cœur qui bat tellement fort que tu restes immobile et du coup tu ne vas pas te mettre à l'abri. Voilà. Et donc mamie, si tu vois, mamie Ayuda les amène en fait à penser, à réfléchir autour du thème de la peur. Et chacun va donner son idée de comment ça se passe et on voit en même temps que du coup ça ne se passe pas de la même manière pour chacun. Toi, tu vas réagir à la peur d'une manière, quelqu'un d'autre va réagir d'une autre manière. Maintenant, elle va dire, oui, c'est ça, une trop grande peur agit comme une sorte de disjoncteur qui nous empêche d'avoir accès à nos véritables perceptions et surtout à notre capacité à réfléchir puis à agir. Autrement dit, nous ne sommes plus capables de discernement et on ne fait plus la distinction entre ce qui est bien ou dangereux. Il sera donc plus difficile d'agir correctement. Si la peur envahit tout notre mental, cela devient difficile pour nous d'aller dans le jardin magique situé dans notre cœur. Nous pouvons alors avoir des réactions disproportionnées et même dangereuses. Voilà. Et au fur et à mesure, ils vont continuer à parler et à comprendre que grâce à la confiance, grâce au courage, ils vont pouvoir dépasser petit à petit la peur. Voilà. D'accord. Alors, tu as parlé, notamment, je pense à nos téléspectateurs qui sont peut-être pas familiers avec ces termes. Tu as parlé d'estime de soi et de confiance en soi. Comment tu pourrais définir de façon simple, nous qui ne sommes pas des professionnels du milieu? Oui. Alors, pour définir très simplement, l'estime de soi, c'est la façon dont je me juge, la façon dont la valeur que je me donne. Par exemple, si j'ai une basse estime de moi, je vais avoir tendance à me dire « Oh là là, je suis trop nulle, oh, j'y arriverai jamais, je suis bête, je vais me juger, je ne vais pas me donner une valeur suffisante. » Tu vois? Et en fait, la confiance en soi, qui est collée à l'estime de soi, hein, c'est les mêmes piliers, pour la confiance en soi, on est plus autour de la capacité, ce que je suis capable de faire. J'ai confiance en moi, je vais oser, je vais me sentir capable de faire telle ou telle chose. Je vais me sentir capable de prendre la parole. Tu vois, je vais me sentir capable d'aller demander quelque chose à la boulangerie ou à un passant, je suis perdue, je vais me sentir, je vais pouvoir oser demander. Donc là, je suis sur la confiance. D'accord. Effectivement, les deux travaillent ensemble. Oui, les deux travaillent ensemble. On est vraiment... D'ailleurs, lorsqu'on construit, lorsqu'avec les enfants, on travaille autour de la fleur de la confiance en soi, la fleur de l'estime de soi. Tiens, donc, tu vois, c'est une espèce de fleur qu'on va construire. Il y a plusieurs pétales et justement, ces pétales sont la confiance en soi, l'image que j'ai de moi, la vision de moi, et l'amour de soi. Tu as vraiment plusieurs pétales qui vont construire la fleur de l'estime de soi. Tu vois, donc en fait, tout est interlié, mais il y a des petites nuances. La confiance, on est plus dans l'action, alors que si on parle de l'estime, on est vraiment autour de la valeur que je me donne. Merci, c'est plus clair, tu as expliqué ça de façon simple. Parce que personnellement, j'avais tendance à mélanger les deux. Des fois, j'appelais estime de soi, confiance en soi, et puis non, c'est clair. Mais en général, c'est vrai qu'on mélange souvent parce que on va dire que c'est la famille, hein, c'est la même famille. D'accord. Ok. Donc, j'ai remarqué qu'à chaque fois, ça se passe sous un cœur métier. Oui. Donc, il y a une symbolique, peut-être je n'ai pas assez fait attention à cet arbre, pourtant il y en a en Martinique. C'est ça. Alors, ça se passe sous un quai métier parce que
Tout simplement parce que j'adore les kénettes. Ah, d'accord, très bien. Et je trouve que c'est un bel arbre qui porte des fruits qui sont beaux, en grappe et tout ça. Et parce que, au départ, j'avais envie que ça se passe sous un tamarinier. D'accord. Parce que quand j'étais toute petite, j'allais souvent sous un tamarinier faire des siestes, parler, etc. Mais malheureusement, le tamarinier était déjà pris. Ah, d'accord. Donc du coup, les kénettes sont également mes fruits préférés. Alors j'ai choisi d'aller sous un kénetier. C'est pas mal, surtout que, bon, oui, effectivement, puisqu'on est dans le contexte local martiniquais. Exact. Les kénettes, ça nous parle. Oui, Donc, ça nous parle. Et puis, pour la petite histoire, le livre est sorti en août, le premier. Et du coup, à chaque fois, j'essaye de faire sortir les autres tomes, toujours autour des grandes vacances, à la saison des kénettes, comme si, en fait, les livres étaient des grappes de kénettes qui descendaient du kénetier de Mamie Ayouda. Ah ben, c'est intéressant tout ça. D'accord, donc on a eu l'apprentissage, on a eu la peur. Oui. Qu'est-ce qui suit? On a eu aussi l'essence. Ah oui, l'essence. Voilà. Et le tout dernier qui vient de sortir, il s'appelle Chut, tais-toi. Et si tu observes bien, le tais, il n'est pas genre tu te tais, tu ne dis rien, mais tu es toi. Parce que on est encore autour de l'estime de soi. Si je suis conscient de qui je suis, si je m'aime suffisamment, je vais pouvoir faire face aux critiques, à ce que les gens disent, etc. Et dans celui-là, il va s'agir de moqueries, de blagues, de petites blagues qu'on va lancer. Donc on va avoir donc une petite promenade à la Caravelle encore. Cette fois, ils vont monter jusqu'au phare. Ils vont aller découvrir la mangrove. Ils vont faire tout le parcours. Ils vont découvrir la mangrove pour aller jusqu'à la baie du Trésor. Et avant d'aller à la baie du Trésor, ils vont monter jusqu'au phare. Et pendant le chemin, eh bien, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y aura des petites moqueries, des petites blagues qui vont se faire. Et du coup, les enfants vont parler de harcèlement parce que c'est un thème qui est très repris à l'école. En fait, on leur en parle énormément. Et donc, du coup, ils vont en parler. Ils vont parler de harcèlement. Et Mamie Ayouda va vraiment faire attention à leur expliquer, à clarifier la différence entre le harcèlement et la moquerie. La moquerie et la blague. L'importance de la parole qui peut blesser. Oui, c'est ça. La parole qui peut blesser, la parole qui fait du bien, mais la parole qui peut aussi blesser. Donc, on va se rendre compte que la petite fille qui s'est sentie blessée, qui a été blessée par les paroles de Romain, Romain, lui, n'en avait pas conscience. Pour lui, il faisait juste une blague. Alors qu'elle l'a vécu parce qu'elle a un passif. Et surtout, elle a pris conscience qu'elle aussi, à un moment donné de sa vie, elle a pu blesser certaines personnes. Donc, il était important, là, dans ce contexte-là, de vraiment prendre conscience de l'importance des mots qu'on va diriger vers l'autre. Et que ces mots, comment je vais dire ça, on est un petit peu autour des accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc, Mamie Ayouda amène les enfants aussi à prendre conscience de ces préceptes pour qu'ils puissent bien parler entre eux et respecter, respecter l'autre, en fait. Voilà. Donc, à ce moment-là, au fur et à mesure qu'ils prennent conscience de ce qu'est le harcèlement, ce qu'est la blague, ce qu'est la moquerie, on va aussi prendre conscience de qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont les forces que j'ai, les forces et les faiblesses que j'ai, qui vont m'aider à faire face à ce que l'autre va penser de moi, à ce que l'autre va dire de moi.
Si je suis justement, et tu vois, on revient à l'estime de soi, si j'ai une estime de soi suffisante, ça veut dire si la valeur que je crois que j'ai est suffisamment stable, si l'autre me dit que je suis bête, que je ne sais pas faire ci ou que je suis nulle, je vais le laisser parler parce que je sais qui je suis. Voilà. Et donc, petit à petit, Mamie Ayuda les amène à prendre conscience de leurs forces. Elle leur demande, quelles sont tes forces, comment tu t'es rendu compte que tu avais telle ou telle force. Alors une force, ça peut être je suis capable de bien chanter, ça peut être je suis généreux, je suis organisé, je parle bien, etc. Et elle va également leur montrer qu'il est important d'être solidaire ensemble. Et là, on a la petite anecdote autour de, justement, notre pays, notre Martinique. Qu'est-ce que toi, en tant que petit colibri solidaire, tu peux mettre en place pour faire avancer ton pays? Oh. On arrive au pays, mais avant d'arriver au pays, on va être dans ta famille, dans ta maison, dans ta classe, dans ton école, dans ta ville, dans ton pays, dans le monde. Et amener comme ça, petit à petit, les enfants à prendre conscience des valeurs qu'ils peuvent mettre au profit de l'humanité, en fait. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir changer petit à petit ce monde qui est violent, agressif, mais pas que. Et donc de pouvoir mettre en lumière les belles âmes, les gentils, les personnes qui œuvrent pour faire avancer les choses. Et donc notre île et donc notre classe ou notre famille, c'était important pour moi et pour Mamie Ayuda. J'aime bien cette idée-là que tu présentes, selon laquelle les enfants peuvent changer. Alors, tu as parlé au sein de leur famille, leur classe, leur ville, leur pays, ensuite le monde. Oui. Mais tout commence par un travail sur soi. C'est ça. C'est justement en faisant ce travail sur soi qu'on peut réussir ensuite à transformer le reste et non l'inverse, parce que parfois on a tendance à penser, ou bien certains présentent, il faut d'abord que ce soit le monde qui change. Quand il aura changé, nous, ça ira mieux pour nous. Alors que toi, tu présentes le postulat contraire. Non, faisons d'abord ce travail sur soi, reconnaissons qui nous sommes, notre valeur, et puis après, on pourra contribuer, on pourra apporter, on pourra aider l'autre. C'est exactement ça. Et c'est vraiment ce sont ces valeurs-là que Mamie Ayuda, à travers les chocopsies. Alors c'est vrai, j'ai pas parlé des chocopsies. Les chocopsies, en fait, c'est justement ces rassemblements du mercredi après-midi avec Mamie Ayuda sous le kénétier pour parler un petit peu des choses de la vie. Et son objectif, c'est vraiment justement d'amener les enfants à être plus à l'aise avec eux-mêmes, de s'aimer justement suffisamment pour avoir envie de donner et de rayonner. Parce que plus on est à l'aise avec soi, plus on s'aime, et bien plus on va avoir envie de partager ce qu'on ressent et donc de rayonner. Donc elle va les amener à prendre conscience d'abord de leurs forces et de pouvoir distribuer leurs forces. Voilà, et comme tu disais, ça permet vraiment de changer le monde. On ne peut pas changer les autres, tu l'as très bien dit, on ne peut pas changer les autres ou le monde comme ça. C'est vraiment chaque petit changement qu'on va faire et la façon dont on va avancer dans la vie. Et on commence par ces petits enfants qui ont entre 8 et 12 ans, autour du kénétier. Donc chaque petit pas fait va être un pas de plus pour aller vers un amour distribué et la prise de conscience de petites actions qui vont amener à bousculer et à devenir de très grandes actions par la suite. Petite question pour taquiner un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que Mamie Ayuda est une fan ou une partisane de Socrate? Oui, Mamie Ayuda, d'ailleurs, dans le tout premier,
Ah. Elle a pas. Alors oui, alors c'est bien que tu me poses cette question-là parce que j'ai oublié de dire ça. Mamie Ayouda est à la fois une philosophe également. Parce que, Tu l'as bien compris. La façon dont tu la présentes, j'ai l'impression d'avoir une Socrate version féminine. C'est ça, c'est ça. Dans le sens où, bon, on pourrait s'attendre à ce qu'elle donne des réponses toutes faites, mais au contraire, elle aide la personne à prendre conscience de l'état, d'une situation, comment elle ressent la chose, comment elle pense, et puis après, on aboutit. Elle ne donne pas la réponse, c'est la personne qui prend conscience, tiens, en fait, je savais, mais je n'étais pas conscient que je savais. C'est exactement ça, parce que tu sais que si tu donnes à la personne la réponse, elle va prendre la réponse et puis voilà. Alors que si elle prend conscience qu'elle est capable de trouver la réponse, qu'elle est capable de réaliser ce qu'elle sait faire. Et ça, c'est merveilleux avec les enfants. Quand un enfant prend conscience qu'il a été capable de réussir quelque chose, qu'il a été capable de changer quelque chose, quelle que soit la chose, dans un travail scolaire, mais ça peut être aussi dans je sais pas moi, un jeu avec un camarade. Lorsqu'il réalise le pas qu'il a fait, là, ça devient vraiment une victoire. Et c'est cette victoire qui va venir nourrir son âme, j'ai envie de dire, en fait, sa lumière, et qui va lui donner envie de continuer et donc, du coup, de distribuer. Donc, on est vraiment... C'est vrai qu'elle est dans une sorte de sagesse et dans chacun des tomes, il est important pour moi de parler justement, soit d'un philosophe, soit d'une personne. Alors, dans le premier, par exemple, on avait parlé du philosophe Sénèque. Donc, des fois, on m'a dit, mais pour les enfants, c'est pas trop. Et je me dis que les enfants, justement, on doit amener les enfants vers le haut et amener les enfants à connaître. Alors, bien sûr, à chaque tranche d'âge, puisque les livres, au départ, je les avais... construit pour des enfants lecteurs. Et puis, en fait, à mesure, je me suis rendu compte que les petits de 4-5 ans étaient très intéressés par l'histoire et captaient beaucoup d'informations, beaucoup de messages de Mamie Ayouda. Donc, pour chaque âge, va pouvoir prendre ce qu'il veut, ce qu'il retient des histoires. Et donc, on va parler, dans Même pas peur, par exemple, on va parler d'un psychopédagogue en la personne de Jacques Salomé, qui a beaucoup écrit sur les relations humaines, sur la communication bienveillante. Dans le tout dernier, on va parler de Gandhi, qui a parlé de la lumière, qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la sienne. Donc, il y a des messages qui vont passer, des messages, on peut dire, philosophiques, de sagesse, d'éducation, de relations, de bien-être relationnel. Et c'est vraiment tout un univers assez riche, en fait, comment je vais dire ça, de bien-être personnel, mais aussi de bien-être universel, en fait. Est-ce qu'on peut dire, bon, ça peut-être, je vais enfoncer une porte ouverte, que cette série, c'est vraiment une croyance ou une foi dans le potentiel des enfants? Parce que de là à... ça peut paraître surprenant, d'oser parler philosophie, même si, bon, on ne fait pas une dissertation avec eux, mais amener ce questionnement, réfléchir soit à des pratiques, soit à une façon de se percevoir, de faire. On aurait plutôt tendance à se dire, bon, on attend d'être adulte, ou bien un adolescent qui se rapproche de l'âge adulte, comme on peut penser à la terminale dans notre système éducatif. Non, par des histoires simples, par des choses de la vie courante, l'enfant peut déjà faire cette initiation. Mais les enfants sont déjà des philosophes, en fait. Parce que les enfants, ils ont encore cet émerveillement du monde
et que nous perdons au fur et à mesure que nous grandissons. Et Mamie Ayuda, justement, elle veut garder, qu'il grandisse, certes, mais qu'il garde cette capacité à s'émerveiller, à s'interroger. Et c'est pour ça qu'elle ne donne pas de réponse d'emblée, qu'elle va les amener à réfléchir, à discuter entre eux, à échanger. Parce que moi je trouve qu'il est vraiment important aujourd'hui, à l'heure où en fait on arrive dans une ère où il y a beaucoup de passivité, enfin comment je vais dire ça, ce que j'appelle passivité, c'est-à-dire qu'on va juste recevoir des informations sans interroger l'information. Et on habitue un peu nos enfants à, voilà, Google, c'est quoi ça, ChatGPT, fais-moi la dissertation sur... voilà. Et donc, notre cerveau, notre capacité de réflexion, notre capacité à discerner, elle a tendance à s'effriter. Et il ne faut pas que ça se passe comme ça. Je crois que j'essaye de croire encore en cette capacité qu'on aura à rallumer l'humanité, à rallumer justement l'étincelle des enfants, parce que les enfants, ils sont curieux, mais si on ne titille pas leur curiosité, si on ne les amène pas à travailler sur l'observation, si on ne les amène pas à s'interroger et à discuter, à échanger, ils prennent ce qu'on leur donne en fait. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour philosopher. On philosophe à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 70 ans. Et je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui. Donc, le problème, parfois, ce sont les adultes qui éteignent justement cette étincelle en disant tu poses trop de questions, ou on va voir ça à un autre moment, et puis le moment n'arrive jamais. Exactement. Exactement. Je crois que nous, adultes, nous aussi, nous sommes pris. Et en fait, tu vois, si j'ai choisi aussi cette histoire de se poser sous le quénétier, c'est pour ralentir aussi, pour appeler à ralentir ce rythme effréné où on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps, tiens, je te donne la réponse comme ça, tu sais. Mais en fait, c'est la recherche de la réponse qui est intéressante. C'est cette recherche, ce questionnement qu'aura l'enfant, ou même l'adulte, qui va lui permettre de savourer, en fait, la découverte, la trouvaille. Et donc, de donner des réponses toutes faites... ça ne nourrit pas, quoi. Oui, ça me fait penser... Bon, dans un autre cadre, je suis enseignant en histoire-géographie. Et bon, des fois, j'ai des classes, on voit un événement, on voit les causes de l'événement, qu'est-ce qui a conduit à ça. Et parfois, ça arrive, des fois, j'ai des élèves qui disent, mais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Pourquoi ils n'ont... Parce qu'il y a ce qu'on enseigne, ils ont fait ça, donc ça a entraîné ça, et il y a l'événement qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils disent, mais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Pourquoi ils n'ont pas... Et une fois, ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, et sur le coup, je ne m'étais pas posé la question. Je savais que c'est comme ça, telle chose. Et il m'a dit, pourquoi? Mais pourquoi ils n'ont pas... Donc je me suis dit, mais pourquoi ils me posent la question? Pourquoi mais oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait un autre choix? Et à ce moment-là, ça m'a permis de creuser aussi. Et puis, je suis entré dans une discussion avec eux, dire, effectivement, s'il y avait eu ce choix-là, peut-être on aurait eu telle autre possibilité. Bon, il y avait aussi cette contrainte-là. Donc, est-ce que c'était peut-être pour eux trop difficile, ou peut-être c'était la solution de facilité? Et on est entré dans une discussion. Bon, on s'est éloigné de la trame générale du cours, mais... ça a créé un débat et ça a suscité une curiosité, un éveil des élèves. Donc, c'était très surprenant. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus porteur que juste d'apprendre la guerre 14-18, voilà comment ça s'est passé. Le fait de se poser des questions. Moi, je crois que je crois vraiment en ça, en l'éveil de nos jeunes, en fait, de nos enfants et de nos jeunes, de les amener vraiment à réfléchir, à discerner. Parce qu'on va accepter juste, on va nous dire, bon, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Voilà. OK. Non. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu penses que ça, c'est bon?
pas vraiment. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et en fait, comme tu dis, les débats d'idées, je trouve que ça permet vraiment de forger la personnalité, d'aller se confronter, plutôt que de se confronter violemment, voilà, ou avec les jeux, etc. Eh bien, on va se confronter avec les mots, on va se confronter, et ça nous permet d'apprendre aussi à respecter l'autre, à respecter l'idée de l'autre. Il a le droit de penser ça. C'est pas parce qu'il pense ça que ce que je pense n'est pas valable. On a chacun notre point de vue. Et souvent, avec les enfants, je prends des exemples très simples. Par exemple, tu vois, je vais montrer la carte. Je dis, on a une carte. Voilà, il y a une carte. Moi, je suis ici. Toi, qu'est-ce que tu vois? Je te pose la question en vrai. Une tortue qui a un trophée, qui est content. Voilà. Tu vois, moi, de mon côté, je vois une écriture. Ah. Tu vois, pourtant, quand je montre l'image, lui, il voit la tortue qui est contente. Et moi, je vais dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est marqué, il y a un truc qui est écrit. Et si je ne respecte pas ce que l'autre perçoit, et si je ne me mets pas à la place de l'autre à dire, mais ben oui, je comprends, en fait, tu n'as pas le même point de vue que moi. C'est pour ça que toi, tu vois une tortue et moi, je vois de l'écriture. Et en fait, je crois que c'est pour ça qu'il y a tout ça de problème dans notre société aujourd'hui, c'est que chacun va vouloir que son point de vue soit le bon, point, et que l'autre, si moi je dis vrai et toi tu dis faux, il n'y a pas de nuance. Alors que moi je peux dire un peu de vrai, mais dans ce que je dis de vrai, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, et pareil pour toi. Donc il y aurait un manque d'empathie, oui, de compréhension. C'est ça, et l'objectif, c'est aussi ça, c'est de créer cette empathie, d'amener à chacun, d'amener chacun à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et pour se mettre à la place de l'autre, il faut déjà être bien dans sa propre place. C'est vrai. Ça que tu dis me fait penser à un ami qui est un ami médecin, pas psychologue. Lui, au contraire, il est plutôt cancérologue. Un bon ami que j'avais quand je faisais mes études en France, il me disait, et comme tu dis, d'essayer de comprendre sans être d'accord le point de vue de l'autre. Oui. Donc au début, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il m'a dit, par exemple, est-ce que tu penses que tu es un imbécile? Je lui ai dit non. Il m'a dit, d'accord. Si l'autre pense que tu es un imbécile, tu sais que toi, tu n'es pas un imbécile. Pose-toi quand même la question, mais pourquoi il pense que je suis un imbécile? Ça ne veut pas dire parce que il me disait, ça veut pas dire parce que tu penses que tu es d'accord avec lui, que tu vas adopter sa thèse. Ah ouais, je suis un imbécile. Non, tu sais que tu n'es pas un imbécile, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'autre arrive? Qu'est-ce qui, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que dans ce que j'ai fait, qu'est-ce que dans mon interaction avec cette personne lui a fait penser que je suis un imbécile? Et donc il me disait, bon, bien sûr, tu ne vas pas changer le monde, mais il y a des choses que toi, tu peux faire, même si tu peux penser que tu as raison, même si tu es dans ton droit. Et comme je l'ai dit au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, j'ai essayé de faire ça au fur et à mesure. Oui. Je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas ce qu'il pense. Mais peut-être qu'à ce moment-là, j'ai laissé penser, et puis j'ai vu qu'en adoptant ce point de vue-là, on peut améliorer notre relationnel. Exactement. Avec l'autre. Exactement. Tu as fait vraiment ce cheminement. Parce que, du coup, je ne vais pas me braquer. Parce que je ne vais pas prendre... Comme tu dis, l'autre pense que je suis un imbécile, c'est son problème. Moi, je sais qui je suis. Et tu vois qu'on revient à cette histoire d'estime de soi. Si je sais que je ne suis pas un imbécile, tu peux dire que je suis un imbécile, je m'en fous, en fait. Tu dis ce que tu veux. Et je ne vais pas me braquer. Alors que si je prends d'emblée ce que tu me dis comme argent comptant, je vais être dans la réaction. Et en étant dans la réaction, ben voilà, on va commencer à se battre, à dire des choses, des mots plus forts, plus hauts que les uns que les autres, alors que la manière dont tu as agi te permet d'entrer quand même en relation avec l'autre, avec la vision qu'il a, lui, de la vie. Tu vois, il a une vision de la vie, ou de moi, qui est sa vision.
Et ça le regarde par rapport à son expérience, par rapport à sa vie passée, par rapport à ce qu'il a peut-être vécu ce matin. OK. Et si je suis capable, ça ne veut pas dire que j'excuse l'autre, que je suis d'accord avec lui, etc. Mais si je suis capable de faire ce petit pas en arrière, eh bien, du coup, je ne suis pas dans la réaction. Et du coup, on est vraiment dans ce qu'on appelle souvent, lorsqu'on parle de gestion des émotions, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'émotion, ma colère ne va pas venir me submerger et puis dire à l'autre, oui, ben c'est toi l'imbécile, etc. Je vais faire un pas en arrière, je dis, OK, il pense ça. Moi, je sais que je ne suis pas ça. OK. Est-ce que j'ai envie de est-ce que ça vaut le coup de lui démontrer que je ne le suis pas, imbécile? Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que s'il est persuadé de son truc, il va rester persuadé. Mais moi, je ne vais pas danser avec lui. Je ne vais pas rentrer dans sa danse. Et là, ça va peut-être permettre, justement, d'avoir un autre mode de discussion. Tu vois? Et c'est vraiment ça l'objectif de Mami Ayuda. C'est vraiment ça l'objectif de Mami Ayuda. C'est vraiment d'amener les enfants à se poser des questions. Pourquoi il dit que je suis bête? Pourquoi il dit que je suis nulle et que je suis pas? Est-ce que tu t'es mis à sa place? Est-ce que tu sais quelle émotion il ressent? Et toi, quelle émotion tu ressens? C'est vraiment s'interroger autour de toute cette sphère personnelle, mais également autour de nous, dans notre environnement, de notre Martinique, de la mangrove, des oiseaux qui passent, des crabes, de tout. Alors, comme nous nous rapprochons de la fin de notre émission, oui. J'aime poser ces questions, notamment, certains font des séries, d'autres pas de séries, mais comme on est déjà dans la série, est-ce qu'il y aura une suite? Alors, écoute, je pense qu'il y aura une suite. Au départ, quand j'avais... Alors, c'est une aventure que j'ai commencée avec mon ami Didier qui a illustré, donc Didier Duroc, qui est l'auteur des illustrations. C'était un petit challenge qu'on s'est lancé. On a créé les personnages. Il a réussi à mettre en image vraiment les personnages que j'avais dans ma tête. Il les a vraiment posés sur le papier. Et puis, quand on a fait le premier, j'ai eu une petite frustration parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais rajouter et que je n'avais pas mis. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on fait un deuxième. Et donc, on a fait le deuxième. Et en fait, le deuxième a amené les enfants à me demander la suite. C'est ça, le truc. Parce que j'ai, malheureusement ou heureusement, je vais juste lire la petite partie, comme ça va bien illustrer. Le début du livre, c'est « Depuis quelque temps, le même petit groupe d'enfants, 3 garçons et 3 filles de 8 à 11 ans, se retrouvaient sous le quénétier, juste à côté de la maison de créole de Mami Ayuda, à Trinité, tous les mercredis après-midi. » Et comme j'ai dit tous les mercredis après-midi, alors là, les enfants ont commencé à me dire « Oui, mais alors, ce mercredi-là, ils ont parlé de la peur. Là, ils ont parlé de Caris qui ne voulait pas aller à l'école. Là, ils ont parlé de Géraldine qui se faisait embêter. Et puis, c'est quoi la suite ?» Voilà. Et parce que des fois, j'ai des ateliers dans les écoles. Donc, quand je vais dans les écoles, des fois, j'ai emmené des petites boîtes et tout ça, parce que j'emmène les boîtes de Mami Ayuda. Et les enfants peuvent mettre des questions dans la boîte. Et en fait, ces questions vont nourrir les thèmes. Tu vois, j'ai écrit sur la peur parce que dans la boîte, il y avait beaucoup de questionnements sur la peur. Les enfants disaient « Pourquoi j'ai peur du noir ? Pourquoi je ne veux pas dormir tout seul ? Quand je dois parler à l'école et lever le doigt, je n'ose pas, etc. » Donc du coup, ça m'a donné de la matière pour écrire autour de la peur. Après, il y a eu beaucoup sur le harcèlement. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur le harcèlement, beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de alors, je ne sais pas encore quelle sera la suite, mais il y a eu beaucoup de questionnements aussi sur la séparation, les séparations des parents, les séparations, etc. Tu vois, donc il y a tellement de thèmes à aborder que la collection pourrait être infinie. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous avons fait la découverte de cette fameuse Mami Ayuda.
Une mamie qui aide. C'est ça, exactement. Donc, merci beaucoup, Cathy. Donc, si, comme Cathy, vous souhaitez venir sur le plateau de Zouk TV, dans Plaisir de lire, nous présenter un coup de cœur que vous avez, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Merci à nouveau. C'est moi qui te remercie. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous vous disons une bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt.